Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, on en profite pour ce site rep de tout début d'année 2019 pour envoyer nos vœux à tous nos vidéos spectateurs et vidéos spectatrices pour ce 54e site rep du 11 janvier 2019. Effectivement, alors nos meilleurs voeux, une bonne année et plein de bonnes choses. L'année 2019 s'annonce positive, hein. Et puis nous vous souhaitons aussi, si vous voulez avoir le site web systématiquement, de vous abonner au site. Comme ça, vous l'aurez aussitôt à sa sortie. Oui, tout à fait. Merci Essar. Alors Essar, on va aborder, je dirais comme de coutume, ce sujet qui nous tient à cœur parce Oui, qu'il faut quand même à chaque fois les Palestiniens, voilà, rappeler ok, sur la ce qui se passe. Palestine. Ouais. Les Palestiniens qui continuent leur combat, qui continuent leur marche pour le retour à Gaza. Aujourd'hui, c'était la 43e marche du retour. Il y a qui est intitulée Notre résistance brisera le blocus. En fait, tous les habitants ou la majorité des habitants, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, etc., sortent justement dans ces marches pacifiques, hein, pour briser le blocus qui dure depuis 2007. Hein. Voilà, et maintenant 10 ans, 11 ans, 12 ans. 12 ans de blocus contre ce petit espace de Gaza qui est de 37 kilomètres par 15, hein, et puis voilà qui est où ils sont, on leur interdit pas d'électricité, pas d'eau, pas de possibilité pour venir pour avoir aucune communication avec l'extérieur. Les Israéliens l'ont entouré de barbelés. Et d'ailleurs, les Israéliens viennent au barbelé enfin l'armée israélienne qui vient donc tirer à bout portant sur les personnes puis aussi avec les gaz lacrymogènes, des bombes lacrymogènes, etc. Donc à chaque semaine il y a des milliers de blessés. Je voudrais vous dire, la semaine dernière, donc sans compter la marche d'aujourd'hui, jusqu'à la semaine dernière, il y a eu 295 morts, hein, C'est énorme. martyrs depuis début 2018, donc, et 19 000 blessés dans ces marches pour le retour. Donc en 2018, ça c'est le bilan 2018. Comme vous voyez, c'est quand même catastrophique et Ouais. c'est ignoble, hein. Pour des marches qui sont complètement pacifiques, qui en fait ils mettent des pneus brûlés, etc. Tout ça pour briser le blocus contre cette ville Mhm. qu'on veut qu'on veut étouffer, tuer. C'est vraiment comment dire, la mort lente qu'on veut imposer aux Palestiniens de Gaza Mhm. et surtout aussi leur interdire, presque s'ils pouvaient leur interdire de respirer, ils le feraient. Alors je voudrais ajouter qu'il y a non seulement un blocus par les terres, mais aussi un blocus au niveau de la mer, puisque Gaza est au bord de la mer et la plupart des Gazaouis mangent de leur pêche. Et maintenant, donc, de plus en plus, on limite la pêche, on limite les zones. Donc maintenant, ils n'ont plus le droit que d'aller à 40 mètres dans la mer. Les pêcheurs se font attaquer par l'armée israélienne, hein, lorsqu'ils dépassent, ou pas lorsqu'ils dépassent. Donc il y a un blocus aussi par la mer, ce qui est complètement horrible, hein, en fait. C'est des crimes contre l'humanité à profusion qui sont commis par l'État israélien, l'État d'occupation, en toute impunité, et les pays qui se disent démocratiques et les médias mainstream qui se disent défendre les droits de l'homme,
qui sont les droits élémentaires. Là, vraiment, les gens défendent le droit à s'alimenter, à avoir de l'électricité, de l'eau, du gaz et puis surtout de quoi se faire un logement. Oui. Donc tout ceci est interdit à Gaza. Je voudrais vous dire là, c'est donc cette volonté de briser le blocus, on comprend, elle part vraiment de la profondeur de la souffrance de tous les habitants de Gaza. Voilà. D'ailleurs, vous m'avez indiqué, oui, pardon. Essar, effectivement, j'ajouterais quand même cette particularité que les soldats israéliens ne laissent même pas approcher les Palestiniens de leur propre grillage, je dirais. Ils tirent sur eux avant, dès qu'ils approchent, c'est-à-dire une centaine de mètres, suffit pour être visé par un tir. Et vous m'avez signalé qu'un secouriste a été atteint dans le cou par une bombe lacrymogène. Donc on suppose que sa blessure est quand même relativement grave, hein, puisque c'est comment dirais, c'est une bombe incandescente. C'est un produit qui brûle et qui produit ce gaz en question. Et une secouriste. Un secouriste et une jeune fille a été tuée carrément. Voilà. Oui. Une jeune fille a été tuée parce qu'ils tirent aussi à bout portant sur les gens avec des vraies balles. Donc là, c'est vraiment, ce sont des crimes incroyables. Je voudrais signaler aussi que les Israéliens ont bombardé Gaza, en fait, parce que soi-disant pour s'opposer aux cerfs-volants brûleurs. Parce qu'ils envoyaient des cerfs-volants dans l'air avec une bouteille un cocktail Molotov dedans, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, Gaza a été bombardé. Je vous rappelle quand même que ils ont aussi répondu, ils ont bien tenu, et que à ce moment-là, le gouvernement israélien est tombé, puisque le ministre de la guerre avait démissionné, un autre ministre avait démissionné, d'où aussi une crise politique importante du gouvernement Netanyahou et lui-même. Et donc, suite à cette agression contre Gaza qui lui a valu un grand échec. Je voudrais dire aussi, vous informer que la veille, hier, donc l'armée israélienne a envahi la ville de Ramallah. Oui. Carrément, violation de domicile, arrestation de personnes chez eux. Ils ont vraiment sévi dans cette ville sans aucune limite et sans aucune... avec aussi des colons qui étaient à l'appui aussi, qui venaient avec eux. Et donc là aussi, encore une violation de tous les droits nationaux, internationaux, tout ce que vous voulez, de tous les droits humains. Ouais. J'ai oublié de vous dire aussi que les Israéliens ont arrêté le groupe les envoyés de presse de la chaîne syrienne Al-Akhbariya, qui était aussi donc dans la ville, comment dire, dans la partie droite, comme on dit, dans la partie, comment dire, sur la berge ouest, en fait, on dit Dafé el-Gharbiya, de la partie ouest du territoire palestinien. Ils ont été arrêtés, empêchés de faire leur travail de journalistes pendant 2 heures, 3 heures cet après-midi aussi. Toutes ces violations se font en toute impunité, mais le peuple palestinien, ça ne fait qu'augmenter en fait la résistance ou la volonté, la détermination à résister du peuple palestinien et de tous les peuples de la région
parce que Israël est non seulement un intrus est un voleur. Israël a volé les terres de tous les Palestiniens et de toute façon, il y aura une fin proche. Le point aussi, on a vu que Bolton est allé en Palestine occupée, donc il a rencontré Netanyahou. Et dans sa rencontre avec... pourquoi il est allé, il a rencontré Netanyahou, à votre avis? C'était peut-être pour leur assurer aussi que de toute façon, ils continueront à soutenir cet État d'occupation, même s'il quitte la Syrie, il quitte la région, puisque les dernières déclarations de Trump, c'était le Moyen-Orient ne nous intéresse pas, on s'en va. D'un côté, de l'autre côté, il a exprimé son inquiétude de la multiplication ou de l'importance des investissements chinois en Palestine occupée. Donc là aussi, on voit que les Américains essayent essayent de garder quand même leurs alliés, entre guillemets, même quand ils les abandonnent. Voilà. Et allez-y. Alors, on va poursuivre, puisque finalement, on entame tout doucement le site web proprement dit, oui. Après avoir nécessairement quand même parlé de la situation en Palestine occupée. Oui, oui. Il y a une chose que vous vouliez dire la dernière fois, qui est qu'une délégation officielle du gouvernement, ou de la présidence plus exactement irakienne, s'est rendue à Damas pour permettre un certain nombre d'accords, de principes, mais également, parce que c'est intéressant à souligner, un accord de principe et un accord même actif pour permettre l'intervention de forces irakiennes, que ce soit les milices du Hashd-Sha'abi ou de l'armée irakienne. Donc cet accord pour intervenir en Syrie contre les terroristes, et puis vice-versa, c'est-à-dire l'autorisation des forces syriennes d'intervenir en Irak contre Daesh, contre les terroristes, pour que les terroristes ne puissent pas se sentir en sécurité nulle part. En fait, je voudrais, merci d'ailleurs d'évoquer ce point, et puis moi je voudrais faire quelque chose de plus global, puisque c'est dans le cadre effectivement de la victoire de la Syrie. Aujourd'hui, tous les pays viennent, il y a des délégations après délégations qui viennent en Syrie. Il y a eu donc le mois dernier une délégation jordanienne qui a été suivie par une délégation irakienne. La Syrie et l'Irak sont toutes les deux concernées directement par la lutte contre le terrorisme, contre Daesh, puisque Daesh c'était l'État islamique en Irak et au Levant, disait-il, oui. Mais créé par les Américains, comme tout le monde sait. Et comme d'ailleurs Hillary Clinton l'a clairement dit, ces terroristes, c'est nous qui les avons créés. Et voilà, donc c'est dans le cadre, au niveau de la lutte contre le terrorisme, il y avait déjà une coordination importante sécuritaire entre la Syrie et l'Irak, mais là c'est un accord qui est beaucoup plus global. Étant donné en fait le nouveau président irakien et puis ses visites dans tous les pays de la région et notamment la Syrie pour sceller des accords de coopération beaucoup plus vastes que la simple coopération sécuritaire, si on peut dire, et des services de renseignement. Donc là, ça a été effectivement un accord pour une coopération sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan aussi de la lutte contre le terrorisme. Ce qui voulait dire, alors comme vous le savez, la Syrie a de grandes frontières avec l'Irak, que les Américains voulaient absolument
séparer en gardant une poche de terroristes de Daesh dans ses frontières, entre Boukamal et Qayyim par exemple, et Al-Tanf. C'est aussi l'exemple type qui veut empêcher effectivement qu'il y ait une circulation importante à la fois des gens et des vivres et de et des marchandises à travers les terres. Mais bon, donc là, cet accord est très très important. La lutte contre le terrorisme, supposant que effectivement les Irakiens puissent tirer sur les terroristes qui seraient de l'autre côté de la frontière et vice-versa. Je voudrais rappeler aussi que c'est arrivé avec l'Iran. Aussi que l'Iran avait bombardé des bases de Daesh qui se trouvaient en Syrie, alors qu'ils sont bien plus loin. Mais ça aussi, ça a été que maintenant que au niveau de cette partie de la frontière, les terroristes ont été complètement nettoyés et éliminés par la libération de Toulouse, Safa, la libération de Boukamal, et puis la libération d'Al-Anbar de l'autre côté de la frontière du côté irakien. Donc, effectivement, la possibilité d'une continuité de la circulation entre la Syrie et l'Irak est évidente, elle est claire, elle est possible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hier, il y a eu aussi un attentat à la voiture piégée dans la ville de Qayyim, qui est juste de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire à l'ouest de l'Anbar et à l'est de Boukamal, du côté syrien. Donc voilà, encore un attentat terroriste, mais on peut dire la coopération ou la collaboration entre la Syrie et l'Irak va permettre de sécuriser toutes ces frontières et d'avoir aussi un passage systématique ouvert. D'ailleurs, le passage l'ouverture du passage d'Ansib avec la Jordanie a été aussi très concluant. Ce passage là aujourd'hui, il y a un grand passage ou une grande circulation des marchandises et des personnes entre la Syrie et la Jordanie à travers le passage d'Ansib qui a été ouvert donc au mois d'octobre 2018. On espère bientôt ce passage de Qayyim sera ouvert et sera sécurisé complètement. Ce qui est dans l'intérêt des deux pays, effectivement, et qui déplaît profondément aux Américains, qui, eux, ont fait savoir qu'ils se retiraient de la Syrie et que donc ils vont se retirer de la Syrie parce que, disait Trump, c'est une terre de sable et de feu, puisqu'ils ont eu des soldats qui ont été tués suite à des attentats de la population qui résiste à la présence américaine dans le nord-est de la Syrie, donc à l'est de l'Euphrate. La population résiste, puisque c'est une occupation. Bah oui. Et que il a annoncé, en fait, justement, Trump a annoncé le retrait. Il a dit, voilà, nous avons dépensé 7 trillions de dollars et ça n'a rien donné, on n'a rien obtenu. Cette terre ne nous intéresse pas et nous allons partir. En réalité, on se demandait tout le monde se demande si c'est sérieux, si c'est du lard ou du cochon, parce que jusqu'à présent, rien n'a bougé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des agences de presse qui affirment que les grandes voitures et des blindés, etc., commencent à quitter, américaines commencent à quitter, exactement. Voilà. Par contre, effectivement, la Russie
la Russie déclare que de toute façon, on ne sait pas trop si les Américains sont sérieux dans leur retrait. Il est important que ce retrait se fasse et se passe sous le contrôle de l'armée arabe syrienne, puisque de toute façon c'est une présence illégale et c'est une occupation. Oui, il est important que l'armée légitime reprenne le pouvoir, le dessus, suite à ce retrait. Je rappelle que les Américains soutenaient quand même les forces dites démocratiques, dites syriennes, qu'on appelle des forces kurdes, qui sont peut-être composées d'autres factions. Voilà, d'autres factions. Les Kurdes étaient paniqués à l'idée que les Américains partent, hein. Ils ont voulu essayer d'appeler la France à leur rescousse, mais de toute façon, la France, elle a des velléités, mais pas tellement de force ni de moyens. D'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, l'État français aussi, à l'intérieur, est un peu déstabilisé, si on peut dire, par le mouvement des vestes jaunes, des gilets jaunes. Voilà, il y a donc les Kurdes ont été donc très vite, ils se sont pas repliés, mais ils ont repris contact avec l'État syrien, affirmant qu'ils sont pas du tout ils sont pas du tout séparatistes, qu'ils sont là pour sauvegarder et pour défendre l'intégrité territoriale de la Syrie, qu'ils ne sont pas du tout pour une séparation et pour la création d'un État kurde. Et donc, ils demandent à l'armée syrienne de leur venir en aide et puis de jouer son rôle, qui est son rôle tout à fait légitime, et même leur devoir de défendre effectivement toutes les parties du territoire syrien et dans le nord-est de la Syrie. Et donc, les pourparlers sont en fait encore en cours. Hier, une déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères syrien affirme qu'il est optimiste et que ça va aller dans le bon sens. Et la Russie, en même temps, a appuyé, ça. Hein. Oui, la Russie a appuyé le dialogue en disant il faut poursuivre le dialogue entre les autorités syriennes et les Kurdes, de ce point de vue. Tout à fait, appuie le dialogue entre le FDS et la Syrie et le gouvernement syrien. Pendant ce temps, en fait, les Américains ont essayé de contacter les Turcs en leur disant vous ne touchez pas aux Kurdes, puisque les Turcs, c'est leur bête noire, ce sont les Kurdes qui étaient soutenus par eux. En fait, Erdogan, à mon avis, les a envoyés balader, puisqu'il n'a pas reçu l'envoyé spécial américain des USA. Il n'a pas voulu le recevoir. Et la situation est plutôt tendue, dirais-je, entre les Américains et les Turcs à cause des Kurdes. Mais de toute façon, la Russie tient à ce que aussi, la Russie comme la Syrie, tient aussi à ce que cette région retourne rapidement sous le contrôle de l'État syrien, puisque effectivement l'État syrien affirme systématiquement que de toute façon nous reprendrons le contrôle de toute parcelle de la Syrie, même si c'est un centimètre carré. Donc, voilà. Oui, ça d'ailleurs, il y a je dirais, l'attitude des Russes est tout à fait intéressante parce que innocemment, les Russes ont envoyé la police militaire
faire des patrouilles autour enfin dans la région directe de Manbij, qui a été reprise par l'armée syrienne tout à récemment, fait. hein. Et c'est sans doute un message non verbal adressé à Erdogan de se tenir tranquille et de ne pas chercher à faire des incursions. Parce que l'armée turque utilise des terroristes quand même, hein, c'est-à-dire l'ancienne ASL. Hein. Alors, l'armée turque utilise l'ASL, utilise sa propre armée aussi, puisqu'il y a des opérations qui sont appelées Rameau de l'Olivier, et puis l'armure de l'Euphrate, etc. D'un côté, de l'autre côté, il est clair que les Turcs ont vraiment ils convoitent cette partie de la Syrie, cette partie nord de la Syrie, prétextant de combattre les Kurdes qu'ils appellent terroristes, mais les Kurdes sont des citoyens syriens et la Turquie n'a absolument aucun droit de s'introduire sur le terrain syrien Oui. pour faire quoi que ce soit. Donc ça la Turquie est dans l'illégalité totale en fait dans le nord de la Syrie. La Russie tient effectivement à ce que les Turcs, à ce que la Syrie déjà, et ils soutiennent la Syrie dans son projet de vouloir récupérer l'ensemble du territoire syrien. La Turquie aussi, vous faites bien de parler de Manbij. Manbij est aujourd'hui sous le contrôle de l'armée syrienne qui a repris effectivement la présence à Manbij de manière tout à fait pacifique, qui ça s'est passé. Et, le drapeau syrien est hissé sur tous les bâtiments de l'administration à Manbij, alors que ça n'était pas le cas avant. Oui. Par contre, à Idlib, il y a une grande à Idlib, il se passe en fait, vous avez sans doute entendu parler, des grands combats entre les différentes factions terroristes. Si on revient un petit peu à l'accord Sochi, qui obligeait la Turquie en fait, à superviser cette région et l'accord Sochi consistait à ce que les terroristes se retirent 15 à 20 kilomètres en arrière, donc par rapport à la voie, à la partie de confrontation, par rapport à la frontière de confrontation entre les terroristes et l'armée syrienne. Oui, oui, par rapport à la ligne de front. La ligne de front, voilà. Donc, ils se retirent 15 à 20 kilomètres en arrière, que les terroristes rendent les armes lourdes et moyennes et se retirent aussi donc de cette région progressivement, et que à l'horizon de fin 2018, que la Turquie redonne la main, disons, à l'armée arabe syrienne et à l'État syrien en ce qui concerne la ville d'Idlib. Or, toute la ville d'Idlib. Or, il se fait qu'il n'en a rien été jusqu'à présent. La Turquie n'a rien appliqué et on dit que la Turquie a échoué à faire appliquer Sochi. Mais nous n'arrêterons pas les pourparlers. De toute façon, la Russie dit qu'il est hors de question d'arrêter les discussions. Aujourd'hui, on va aider la Turquie à accomplir sa mission à laquelle elle s'est engagée dans les accords de Sochi. Donc, je voudrais dire quand même un constat. Il y a eu 1000 fois des violations du cessez-le-feu entre guillemets dans cette zone d'apaisement, puisque les terroristes envoyaient des missiles sur les villes à côté, donc aussi bien Hama qu'Alep. Vous vous rappelez, à Noël, il y a eu des missiles tueurs qui ont été envoyés d'Idlib à Alep, de la même manière d'Idlib sur Latakia, sur Hama.
Donc voilà, ils sont en train de violer systématiquement cet apaisement. Là, aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, c'est que les différentes factions terroristes, il y en a une trentaine à Idlib, les différentes factions se font la guerre entre elles et c'est une guerre acharnée qui a été ouverte. Il y a Al-Nusra, il y a Noureddin Zenki, il y a Ahrar al-Sham, il y a Soukour al-Sham, etc., etc., une trentaine de factions. Mais là, Al-Nusra, appuyé par la Turquie, est en train de faire la guerre à toutes les autres, de prendre leur terrain, de tuer leurs dirigeants et puis de s'approprier donc tous leurs biens, les missiles, les grands canons, etc. qu'ils ont. Ils ont aussi arrêté les dirigeants de ces autres factions et a pris en main, donc Al-Nusra a pris en main le contrôle des territoires du gouvernorat d'Idlib que les autres contrôlaient et leurs biens et leur argent et puis toute leur je voudrais dire quand même que cette guerre entre les factions terroristes met en danger beaucoup la population civile. Oui. Il y a malheureusement beaucoup des civils qui sont tués entre-temps et elle met aussi en danger l'infrastructure puisqu'ils se font ils se tirent dessus, ils s'en fichent s'il y a des maisons, des écoles, des arbres, des récoltes, etc. Donc c'est vraiment une guerre destructrice là où elle passe, quoi. Et les gens de ce fait ont commencé à partir de ces régions où ils sont en train de s'entretuer vers l'intérieur du pays, donc des gens qui s'exilent et qui fuient les combats qui sont meurtriers. D'ailleurs, voilà. À ce propos, oui. Vous m'avez dit quand même que, pour revenir un petit peu en arrière, les Russes avaient commencé à fermement indiquer aux Turcs de faire leur travail. Hein. C'est le travail qui avait été... Absolument. Comment je dirais, défini dans les accords écrits, j'entends que là l'engagement turc n'était pas verbal mais écrit. Quant au désarmement des terroristes, l'évacuation des terroristes des zones d'apaisement ou de désescalade, qui sont donc ces zones qui sont à proximité juste de la ligne de front, la fameuse ligne de front où on trouve d'une part les forces syriennes avec leurs alliés, d'autre part les terroristes et leurs alliés, hein, y compris turcs hein, d'ailleurs. Hein. Et les Russes ont appuyé sur les Turcs en disant il faut que vous soyez plus intransigeants avec les terroristes. Hein. Absolument, absolument. Je crois que de toute façon le ton de la Russie par rapport à la Turquie devient de plus en plus ferme puisque les Turcs ont effectivement signé ces accords de Sochi avec un calendrier qui n'a pas été du tout respecté parce que prétextant de difficultés, donc le calendrier ils ont été, comment dire, on leur a donné plus de délai, mais ça ne voulait pas dire que c'est ad vitam aeternam. Donc, il fallait quand même mettre à nouveau donc un terme à ces tergiversations et puis que actuellement la Russie aide la Turquie à accomplir sa mission puisque donc la police russe aide effectivement et participe avec les Turcs ou est présente aussi avec les Turcs pour ces opérations. Donc bon, on espère en tout cas Al-Nusra, je rappelle quand même que c'est une faction terroriste sur la liste des organisations terroristes de l'ONU oui. Et que l'appui des Turcs pour
Pour Al-Nusra, c'est aussi, ça revient à dire que c'est un appui clairement à une organisation terroriste qui est combattue mondialement. Donc aussi, ils sont dans leur tort. Voilà. Mais en Ce qui fait fait, dire d'ailleurs, s'ils utilisent Al-Nusra pour tuer les autres, c'est les autres factions terroristes. Apparemment, c'est ça la tactique. alors justement, c'est ce qui fait dire à certains observateurs que à terme, avec ces terroristes qui s'entretuent et qui fait que le front Al-Nusra devient pratiquement la seule faction survivante, entre guillemets, terroriste à l'intérieur du gouvernorat d'Idleb, que finalement, cette situation, en plus étant appuyée discrètement par la Turquie, ça peut en fait pousser Damas, les Russes et leurs alliés à lancer cette fameuse offensive qui avait été stoppée justement avec les accords de Sochi, parce que finalement, puisqu'il ne reste que des terroristes, il n'y a aucune raison de prendre des gants et que là, si jamais la Turquie n'arrive toujours pas à respecter ses engagements, que en fait l'armée syrienne et ses alliés risquent fort assez rapidement de se préparer au lancement de cette fameuse offensive qui va provoquer un tournant absolument décisif dans la guerre Oui, occidentale contre la Syrie. et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de factions et de combattants étrangers, en fait, qui sont à Idlib. Et c'est ça qui compliquait les choses, puisque ces étrangers ne voulaient pas se rendre, ils voulaient toujours continuer à se battre, etc. Et donc, la seule solution, et les pays d'origine ne voulaient pas les récupérer non plus. Et la Turquie ne voulait pas qu'ils passent à travers son territoire. C'est la raison, en fait, je pense que c'est la complexité de la situation à Idlib, hein, et c'est la raison pour laquelle les choses ont été difficiles à gérer. Et puis, comme ça, ça l'a été dans les autres endroits, il y avait les Syriens se rendaient en fait. Ils voyaient qu'ils étaient dans l'impasse et donc ils remettaient leurs armes, etc. Ils se rendaient et ils signaient un papier. Ils revenaient à la patrie. C'est ce qu'on appelait un peu pas réconciliation, mais retour au sein de la patrie. Or là, c'est difficile. Tous les étrangers qui sont là, il y a plus de 15 000 étrangers quand même. Mais c'est ça. Bon, donc voilà, c'est la situation. On espère qu'elle va dans le sens de la libération d'Idlib, mais de toute façon, c'est inévitable. Idlib reviendra à la patrie syrienne, elle reviendra sous le contrôle de l'État et de l'armée arabe syrienne. De toute façon, c'est ça le final. Je voudrais dire de ce fait aussi, donc il y a eu la semaine dernière et comme le mois dernier, en fait, ce mouvement de retour des gens exilés, des réfugiés, en fait, hein, de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc il y a eu des retours de personnes, des réfugiés d'Idlib vers des gens qui étaient réfugiés ailleurs, qui sont revenus vers les villages qui ont été libérés dans le sud de la région d'Idlib et du sud du gouvernorat d'Idlib par le passage à Boudrour. Donc il y a eu pas mal de retours de ces personnes. Il y a aussi un mouvement de retour des exilés ou des réfugiés du Liban et des réfugiés de la Jordanie. Donc, à travers les passages de Jdeïdé, de Zamrani et puis d'Unsib, qui a été réouvert donc avec la Jordanie, c'est un mouvement de retour qui est, je dirais, assez suivi, assez fluide, hein, mais pas des grandes quantités. Bon, là, d'après le comité de surveillance, ils disent, il y a par exemple, dans les dernières 24 heures, il y a eu pratiquement 800 personnes qui sont revenues, aussi bien
du Liban comme de la Jordanie. C'est un flux Donc, constant, quoi. et là-dessus, je rappelle que l'État syrien fait appel à tous ces citoyens qui sont réfugiés ailleurs de revenir en Syrie. Je rappelle aussi que les pays d'exil ne facilitent vraiment pas le retour des personnes, des réfugiés, alors qu'ils s'en plaignent. Mais ils sont en train de vouloir les garder pour les utiliser comme carte de pression Oui, sur l'État syrien c'est surtout pour ça, oui. par la suite, ce qui les met dans leur contradiction totale, puisque le Liban se plaint qu'il y a beaucoup de réfugiés, mais non seulement n'aide pas les réfugiés à revenir, mais fait blocage en fait pour que les réfugiés reviennent. L'envoyé spécial Staffan de Mistura, qui a terminé sa mission à la fin de l'année, lui aussi jouait beaucoup là-dessus. Pardon. Je vous en prie. Qui ne voulait pas, qui faisait peur aux gens quand ils décidaient de revenir, en disant vous êtes sûr, ils vont vous arrêter, vous allez être emprisonnés, etc., etc. Il ne faisait rien pour aider à ce que ni à ce que le Liban puisse se débarrasser entre guillemets Oui. des réfugiés dont il se plaint sans arrêt, et puis les faire revenir en Syrie. Donc là aussi, c'est un vrai problème. Et dans ce cas, je veux dire, l'État libanais aussi, le fait que Hariri ne veut absolument pas prendre contact avec la Syrie pour organiser le retour des réfugiés syriens de manière systématique et du Liban. Cette question traîne beaucoup et puis ils sont en même temps en train de faire pression sur les réfugiés pour les utiliser aussi. Hariri, qui est le courant dit du futur, mais qui dépend et qui est inféodé complètement à l'Arabie saoudite, hein, rappelons-le. Donc, jusqu'à présent, il ne s'est pas décidé à aller parler avec la Syrie pour la question des réfugiés, par exemple. Donc ça, c'est un point important, mais les choses vont peut-être dans le bon sens, puisqu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité du Liban, suite d'ailleurs à la dernière attaque israélienne, agression israélienne contre la Syrie avec des missiles qui provenaient effectivement du ciel libanais. Donc le Liban a décidé de présenter une plainte au Conseil de sécurité et qui condamne, appelant à condamner Israël pour ses violations répétées du ciel et de la mer et des terres libanaises. Aussi, pour une deuxième violation, c'est actuellement, ils sont en train de créer, de mettre en place un mur à l'intérieur de la ligne de séparation, à l'intérieur des terres libanaises, soi-disant pour augmenter leur sécurité. Donc un mur de 6 mètres aux frontières libanaises, qui est les Libanais, par leur voix, là, ils considèrent que c'est une agression contre la souveraineté du Liban et une agression contre le Liban. Donc ça, ce sont des points très importants et le Liban décide donc de porter plainte au Conseil de sécurité et exige l'application de l'accord 1701 et que Israël aussi se soumette aux décisions de l'ONU. Donc là, on va dans
dans le bon sens, dirais-je, dans les relations Liban-Syrie. Voilà, Maëssar, nous venons d'arriver au terme de ce site-rep. Hein. Il Oui, y a évidemment beaucoup d'autres sujets à aborder, mais effectivement, oui, si nous voulons éviter d'avoir un trop long site-rep, nous sommes obligés tout de à le fait. raccourcir. Nous évoquerons, comme vous le souhaitiez, un sujet concernant le shutdown Oui, actuellement aux États-Unis, où nous en parlerons dans le prochain site-rep, si vous le voulez bien. En tout cas, je vous remercie chaleureusement, surtout qu'il fait froid à Damas hein, en oui. ce moment. Je vous remercie chaleureusement pour ce nouveau site-rep, ces nouvelles informations, cette nouvelle perspective pour comprendre ce qui se passe dans votre pays actuellement. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi beaucoup l'ensemble de toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement et qui nous suivent. Et j'espère pouvoir vous donner tout le temps les nouvelles fraîches et du terrain. Merci Essar, je vous souhaite une belle soirée et puis à très bientôt pour le site-rep numéro 55. Merci beaucoup et à vous aussi. Et puis à bientôt. Merci, au revoir.